Cette malformation affecte autant les personnes qu'elle frappe que les membres de leur famille, car elle est souvent vécue comme un traumatisme. Dans certains pays, les enfants qui en souffrent sont stigmatisés, alors que la chirurgie permet de corriger cette anomalie congénitale. Nous allons vous en dire un peu plus dans votre magazine Bien-être et Santé de la BBC, La Vie. Je suis Lalassi, bienvenue. Nous irons à la rencontre du docteur Aïda Sylla, une psychiatre sénégalaise qui est pionnière dans son domaine. Nous ferons un tour en Guinée où la collaboration entre un neurologue et l'université de Harvard est source d'espoir dans la prise en charge de l'épilepsie. Puis retour au Sénégal où nous verrons comment à Thiès, une opération corrective sur les fentes palatines et labiales redonne le sourire à des familles éprouvées. Les fentes labiales et palatines, plus communément appelées bec de lièvre, sont les malformations faciales les plus connues chez l'être humain. Khadijatou Cissé est allée à la rencontre de deux mamans et de leur petite fille qui ont retrouvé l'espoir grâce à une équipe de médecins au Sénégal. Nous sommes à Thiès, une ville paisible située à 1 heure à peine de la capitale sénégalaise. Ici se situe l'hôpital Bartimé, un établissement qui donne espoir à des mamans telles que Khoudia. Âgée de 4 mois, sa fille Sorne Diara est née avec une fente labiale. Depuis 10 ans, l'hôpital Bartimé organise des campagnes de prise en charge gratuite des enfants et adultes présentant ce qu'on appelle le bec de lièvre. Nous nous sommes donnés ce défi de faire de partenariat avec des gens de bonne volonté. En faisant en moyenne 30 patients par camp, 3 fois l'année, pendant 10 ans, si vous faites le calcul, on a presque 100 patients par an. Donc nous approchons notre chiffre de 1000 patients. Venue pour une consultation, Khoudia souhaite que sa fille compte parmi les bénéficiaires. Elle a accepté de se confier à nous. léegi dem naa fi ay yoon léegi gisuma ci benn tan ginnaaw bi lan ma yebal Thiès bi ma ñëwee Thiès daal fi laa amee yaakaar daal ni xam naa ni moom li may ut dinaa ko mën a am gis naa ay xale yu ñu faj ba mu wér ba ñuy dox ak seen tànk di dem ak a ñëw di dem di jàngi école di dem ak a ñëw waaw su ma sañoon moom su màggee du xam sax ni lii amoon na ko. À quelques mètres à peine de l'hôpital, je rencontre Aïssata, dont la fille Ouley est née avec une fente au niveau du palais. Elle fera aussi partie des patients pris en charge dans cette campagne gratuite. Man xam naa ko bu mu juddoo ba am 1 mois maa gis muy nàmp soo bi di génn ci bakkan bi wala muy naan di génn ci bakkan bi wala bu jooyee nag ma gis affaire bi mel ne lu def pax ci kaw ma ñëw andi ko fii nag ñu ne ma fente bi la. bi ma ko gisee tiit naa ndaxte mosuma koo gis ci moom laa ko gisee. te musuma dégg tamit ñu koy wax tiitoon naa moom bi ma koy gisee. Première femme chirurgienne du Sénégal, Dr Anne-Aurore Sankalé dirige les opérations correctives de cette campagne depuis plusieurs années. Elle a accepté de nous éclairer sur le sujet. Alors, les fentes labiopalatines sont un défaut de fusion au niveau du visage. Vous avez au niveau de la lèvre particulièrement et du nez un défaut donc de coalescence et donc à ce moment-là, vous avez une fissure, c'est ce qu'on appelle une fente. Et donc la fente peut intéresser la lèvre, c'est une fente labiale. Elle peut intéresser le palais, c'est une fente palatine. Elle peut intéresser le nez et la lèvre, c'est une fente nasolabiale. Et quand elle est complète, c'est-à-dire à la fois le nez, la lèvre et le palais, c'est une fente labiopalatine. Nous allons retrouver Ouley et Sorne Diara un peu plus tard dans notre programme. Maintenant, intéressons-nous à l'épilepsie. Ce trouble est déjà mentionné dans des documents écrits remontant à plus de 4000 ans avant notre ère. Et depuis, il suscite crainte, incompréhension et exclusion, sans compter que la maladie a des répercussions sur la qualité de vie des personnes atteintes et de leurs familles. Seydina Djigo est allé pour nous en Guinée, où le professeur Cissé expérimente un dispositif mobile pour le traitement de l'épilepsie.
C'est une longue journée qui commence pour Mamadi Fofana. Il est atteint d'épilepsie et doit se rendre dans la capitale Conakry, à 112 km de sa ville de résidence, Kindia. C'est le jour de sa consultation mensuelle. Un bonnet de 16 électrodes connectées à une tablette. Le matériel ne fait pas plus d'1 kilogramme, mais il peut peser lourd dans le traitement des personnes atteintes d'épilepsie. Sur le continent, on dénombre 10 millions de personnes affectées par ce trouble et la plupart font face non seulement à la stigmatisation autour de cette maladie, mais également à un difficile accès au traitement. Ce chemin quelque peu chaotique mène vers la maison de Mamadi Fofana. Je suis là pour le rencontrer et je ferai le trajet de Kindia à Conakry avec lui. Je voudrais savoir un peu plus sur sa maladie et ses contraintes. Les crises d'épilepsie étant imprévisibles, pour parer à toute éventualité, je suis venu avec Dr Djibo, un des médecins du service neurologique où se fait traiter Mamadi. Comment se manifestent vos crises? Tous mes bouches là, ça va bloquer. Ça bloque, je ne peux pas parler. Mais j'ai là aussi, ça va, ça change quoi. Ça change complètement. Il y a différents types d'épilepsie. Quant aux crises, elles peuvent être partielles ou généralisées. Dans le premier cas, le patient peut être conscient ou avoir une conscience altérée. Dans le deuxième, il perd conscience. Qu'elle soit partielle ou généralisée, la crise épileptique peut faire perdre le contrôle des mouvements et donc blesser. Il est ainsi important d'identifier la forme d'épilepsie dont souffre chaque patient pour savoir quel traitement proposer. En Guinée, l'outil utilisé jusqu'ici dans l'aide au diagnostic épileptique, c'est ce type d'électroencéphalogramme. Vous avez déjà l'oscilloscope ou l'ordinateur qui permet d'afficher le tracé. Vous avez la boîte têtière sur laquelle est connecté un certain nombre de câbles qui sont reliés à des électrodes. On appelle ça des électrodes tampons. Et donc ces électrodes-là sont déposées sur le cuir chevelu selon le système 10-20. C'est très laborieux à faire parce qu'il faut poser chaque électrode tampon au niveau de la zone. Il faut tenir ces électrodes à l'aide d'un bonnet et faire en sorte que le bonnet ne bouge pas, que le patient ne bouge pas durant le tracé. Donc c'est assez laborieux, qui est difficile à transporter et qui est très sensible aux variations d'électricité. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans les zones reculées de nos pays, des fois déjà dans les capitales, une capitale comme la nôtre, c'est assez laborieux d'avoir régulièrement l'électricité. Donc imaginez à 100 km, 200 km de la capitale, on n'a pas forcément l'électricité. Déficit d'équipement combiné à des coupures d'électricité, des personnes atteintes d'épilepsie comme Mamadi Fofana sont obligées de faire de longs trajets pour se faire consulter. Je dis vraiment, si je gagne un bon médecin qui peut me traiter à Kindia ici, ça va m'arranger. Mais va-et-vient là, ça ne me plaît pas. Vraiment. La distance cause beaucoup de problèmes, d'abord de problèmes médicaments parce que les ordonnances, même pour avoir les produits, souvent dans les zones reculées, les pharmacies n'en disposent pas. Et ensuite, le patient, vu qu'il ne voit qu'une ou deux fois le médecin par mois, des fois, ça fait des mauvaises observations. Il ne prend pas correctement ses médicaments et ça peut entraîner des complications telles que l'état du mal épileptique, qui est vraiment la complication la plus redoutée de l'épilepsie et qui peut faire arrêter même le cœur du patient. Après 3 heures de trajet, nous voilà arrivés. Mamadi va se faire consulter au service neurologique de cet hôpital de Conakry. Ici, son médecin traitant, en partenariat avec une université américaine, a mis au point un outil révolutionnaire qui pourrait mieux réussir les diagnostics épileptiques et les rendre plus accessibles. Il s'agit ni plus ni moins d'un bonnet relié à une tablette électronique. On allume le boîtier et quand le boîtier est allumé, on peut lancer une application dessus qui s'appelle le SBS2. SBS pour Smartphone Brain Scanner, c'est pour permettre l'enregistrement
Nous, on s'occupe de l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau, mais il faut noter que la relecture est effectuée par l'équipe de Boston, qui s'occupe de relire les tracés et qui nous rend compte des résultats. Des patients comme Mamadi faisant de longs trajets pour traiter leur épilepsie, Dr Cissé en voit souvent. Pour ce type de profil, cet outil peut être un soulagement. Ce monsieur est à 200 km de la capitale, dans un endroit où il n'y a pas de neurologue. Et en attendant que le système sanitaire puisse permettre qu'il y ait un neurologue sur place, on peut disponibiliser cet appareil qui va coûter à terme $300 à Kindia. Une infirmière pourra faire ce que j'ai fait là pour enregistrer l'activité du cerveau et m'envoyer le tracé. Et je pourrais, dans la plupart des cas, déterminer l'attitude thérapeutique de prise en charge. Donc pour nous, c'est vraiment révolutionnaire, quoi. Mamadi Fofana peut retourner chez lui à Kindia, plein d'espoir. L'équipe du Dr Cissé se donne 2 ans pour mettre l'électroencéphalogramme portable à la disposition du grand public. Dans quelques instants, nous retournerons à Thiès pour voir comment s'effectue la prise en charge médicale des fentes palatines et labiales. Les fentes labiopalatines concernent une naissance sur 750. La fente labiale, associée ou non à une fente palatine, est 2 fois plus élevée chez les garçons, alors que la division palatine est 2 fois plus fréquente chez les filles. Tout de suite, vous verrez avec Khadijatou Cissé que la réparation de fentes labiopalatines nécessite une équipe pluridisciplinaire comme celle du Dr Sankale. Nous sommes de retour à Thiès. La semaine dernière, j'étais venue faire la rencontre de 2 mamans, Khoudia et Aïssata, dont les filles ont respectivement une fente labiale et une fente palatine. Il est 8 h du matin et les opérations chirurgicales vont avoir lieu dans quelques minutes ici à l'hôpital Bartimé de Thiès. Allons voir comment ça se passe. C'est le moment venu pour les 2 mamans de se séparer de leurs filles et de les confier au personnel médical. Aujourd'hui, c'est le docteur Ndiaye, chirurgien participant à cette campagne de formation, qui s'occupera de la petite Ouley. Ce qu'on est en train de faire, c'est une staphylographie, c'est-à-dire restaurer l'intégrité de ce voile en suturant ces 2 berges ensemble. Pendant 7 jours, l'enfant devra avoir une sonde nasogastrique, c'est-à-dire une sonde allant des narines jusqu'à l'estomac pour s'alimenter. De l'autre côté, Dr Sankale va entamer l'opération sur Sokhna Diarra. Alors cette intervention, elle consiste à ouvrir chaque côté de la fente, donc les berges, ce qu'on appelle les berges. Le fait de fermer, particulièrement le plan musculaire, permet qu'avec la croissance de l'enfant, la fente au niveau de la gencive va diminuer, et même celle du palais, s'il y en a. Et donc, ce qui permet après au dentiste, une fois qu'on a fait cette intervention, de poser des appareils à ces enfants-là pour leur permettre de réaligner complètement les dents et de fermer cette fente alvéolaire. Infirmière d'État et responsable du bloc opératoire, Rose Faye insiste sur le besoin de créer une complicité avec les patients. Ce qu'on essaie aussi de faire, c'est essayer d'insérer après l'enfant. Parce qu'en général, ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont délaissés. On essaie aussi d'avoir une relation avec peut-être l'école et aussi, en tout cas, créer une insertion, surtout au niveau social, au niveau aussi psychologique. Et donc, c'est ce qu'on fait en général, surtout pour le suivi psychologique, psychosocial et la réinsertion des enfants et surtout les moments après les interventions. L'OMS définit la santé
comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Mais en Afrique, la santé mentale est quelque peu délaissée dans nos systèmes de santé à cause du nombre insuffisant de spécialistes. Parmi ces spécialistes, le docteur Aïda Sylla, elle s'intéresse beaucoup à la prise en charge des maladies mentales et lutte contre les stigmatisations qu'elles peuvent entraîner. La maladie mentale fait peur. Fait peur. Et je crois que tout le monde s'en protège comme il peut, avec des réflexes inconscients parfois de rejet. Je suis professeure Aïda Sylla, Madame Ndiaye dans le civil. J'ai 54 ans. Je suis psychiatre, actuellement professeure titulaire des universités en psychiatrie. J'exerce au niveau donc de l'hôpital de Fann et j'enseigne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je me souviens très bien d'une patiente diabétique qui a eu une plaie au pied. C'était ma patiente et qu'on devait amputer. Je n'arrivais pas à quitter cette dame. Je suis restée très longtemps ce jour-là au stage. Je n'ai même pas été au cours l'après-midi. Je ne pouvais rien dire à la dame, mais j'étais là à tourner autour d'elle. À un moment, j'ai pris congé. Elle était prostrée. Et le lendemain, elle devait partir au bloc pour son amputation. Mais lorsqu'on est venu le matin, cette dame était décédée. Alors que la veille, tous les paramètres étaient bons. Et là, ça m'a encore confortée dans l'idée qu'il y avait d'autres choses à faire au-delà des soins somatiques. Et aujourd'hui, cette discipline, elle ne l'aime que davantage. C'est pourquoi chaque jeudi, le professeur Aïda Sylla consacre son temps à la transmission de cette passion. Tout au long de la journée, elle rencontre ses collègues, mais aussi ses étudiants et un groupe de professionnels pour échanger avec eux sur des cas de patients, des options de traitement, mais aussi pour renforcer leur sens de l'empathie et d'écoute de l'autre. La question doit toujours partir de ce qu'elle vous a dit, qu'elle sente que vos questions, c'est un désir de maîtriser ce qu'elle dit, de mieux la comprendre, mais pas une curiosité malsaine. Nous sommes vendredi et aujourd'hui, professeur Aïda Sylla nous invite à faire la rencontre d'un patient pas comme les autres. Il s'agit de Thierno Seydou Sall, un auteur et poète sénégalais, ami d'enfance de notre contributrice. En 1978, bien avant que celle-ci ne devienne une psychiatre reconnue à l'international, Thierno était diagnostiquée de schizophrénie. Cela fait aujourd'hui 10 ans qu'elle le suit. Nous étions à l'époque au lycée Malick Sy. On avait une grande complicité. Je fréquentais leur maison comme ils fréquentaient la nôtre aussi. Et comme il l'a effectivement dit, il s'est trouvé qu'on se rencontrait parfois entre jeunes, thiessois, en boîte de nuit. Et comme il l'a dit, il était un danseur assez singulier, du moins ce qu'on remarquait. Bien qu'on soit vraiment très proches, il n'y a pas de sentiment de gêne. Parce que la folie avec Aïda Sylla est très vite dédramatisée. Donc, on est soi-même, on n'est pas diabolisé et on n'est pas aussi victime de calomnie. Donc, il y a une relation humaine qui s'est installée. Nous sommes arrivés à la fin de la semaine et pour le professeur Sylla, c'est le moment de faire le vide, de profiter de sa famille, mais surtout de s'épanouir dans d'autres activités. Bienvenue chez moi. Entrez. Voilà, vous avez ma famille ici. Monsieur Ndiaye, c'est mon mari. Monsieur Ndiaye Junior, c'est mon fils. Je vous invite dans mon bureau de la maison, la cuisine. Donc la cuisine, c'est un moyen pour moi de faire le vide parce que je passe la journée à faire beaucoup d'activités intellectuelles, d'enseignement, de consultation. Et donc le soir, quand je suis à la maison, le fait d'utiliser mes mains et
Bon, bien sûr, de réfléchir aussi, c'est une autre activité et ça, cela me détend beaucoup. Une autre activité aussi qui me permet de lâcher prise par rapport à mon travail quotidien, c'est le sport. J'ai un club avec d'autres collègues femmes médecins de randonnée et nous nous retrouvons tous les dimanches, soit dans le parc, soit à répondre à l'invitation d'autres clubs et donc à faire cette activité de marche. Lorsqu'il s'est agi de commencer ma spécialité de psychiatrie, beaucoup de collègues qui m'ont devancé ont eu à décourager ce choix. C'était un peu le peu d'importance accordée à cette discipline. Toute la dimension, liaison, support psychologique, ils ne le voyaient pas forcément. Et de l'autre côté, les personnes que je connaissais, et là c'est une certaine peur, je pense, qu'ils manifestaient parce que le domaine de la maladie mentale reste un domaine assez obscur. Les esprits, il faut se protéger, que parfois celui qui soigne les malades mentaux prend des risques parce qu'il se bagarre avec des esprits. Bon, j'ai été le plus fier de maman quand elle a eu son agrégation, qu'elle est devenue professeure. Bon, je pense qu'elle a contribué à changer la face de la psychiatrie au Sénégal, mais peut-être en Afrique. Ça c'est... Donc j'étais là toute petite, les cheveux courts. Papa est là, mon oncle est là. Ce que j'aimerais laisser comme empreinte, c'est sauvegarder le legs de ceux qui m'ont précédé. Un retour aux fondamentaux de la relation médecin-malade. Je crois que le plus important doit rester l'humanité, l'empathie qui va caractériser la relation soignant-soigné. À travers ce qu'elle fait, je vois que de plus en plus maintenant, les gens démystifient la maladie mentale et la considèrent comme une maladie comme les autres. Et je suis la première femme psychiatre du Sénégal. Si c'était à refaire 10 000 fois, je le referais. Retrouvons Sokhna Diarra et Ouley pour un suivi à l'hôpital où l'équipe du docteur Sankale fait tout pour leur redonner le sourire. Il y a 2 semaines, Sokhna Diarra et Ouley, les filles de nos 2 contributrices, subissaient des opérations chirurgicales pour corriger leurs fentes labiales et palatines. Aujourd'hui, elles sont de retour à l'hôpital Bartimé pour une consultation afin de s'assurer que la cicatrisation avance bien. Voyons voir comment ça se passe. 2 semaines après l'opération chirurgicale, les résultats sont déjà bien visibles. C'est d'abord Sokhna Diarra qui passe à la consultation. Aujourd'hui, l'infirmière doit couper les fils qui dépassent de ses points de suture. Concernant Ouley, l'infirmière doit simplement regarder si la cicatrisation avance bien au niveau du palais. À la fin de ce long processus, nous retrouvons 2 mamans très heureuses. ñaari fan ñetti fan rek affaire bi commencé tane waaye premier bi moom metti woon na cicatrice bi mu ngi tane cicatrice baa ngi tane bu baax kay. semaine yee passé moom amul benn problème waa ndax su ñëwee bu ñëwee jël si rendez-vous amul benn jafe-jafe bu ñëwee day lekk ba suur ne ci xale yi di fo sama xol sedd na guy ndax fi mu ne ko xool sama xale bi ak bu njëkk rek nga xam ni moom fi mu ne moom kontaan laa def. ndax papaam sax moom nee na moom moo gën a kontaan ndax yaakaaroon na lii moom du dañ te gis nga lim ci sa borom defal koo xool da nga naan kii mës a am benn problème. C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro de votre magazine La Vie de la BBC. À bientôt.